Salut Guylaine, Bonjour, Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Guylaine, tu es porte-parole du SNIPP FSU et si je t'ai invité, c'est pour parler de deux sujets, les annonces de Gabriel Attal sur l'éducation et du rapport PISA qui a été rendu public cette semaine. Donc on va commencer par ça. C'est vrai que à la lecture, j'ai lu le rapport, c'est quand même assez dramatique. On voit une chute du niveau dans tous les pays de l'OCDE globalement, hein. On parle des enfants de 15 ans, âgés de 15 ans. Tous les pays sont touchés. Ce qui est mis en avant, c'est bien sûr le Covid, hein, les effets du Covid, mais pas uniquement. Et on voit aussi que les élèves français chutent plus que les autres. C'est d'ailleurs, on est maintenant derrière le Cambodge dans le niveau des élèves. Toi, comment tu analyses de façon globale les résultats de cette étude PISA de cette année? De toute façon, on était préparés hein, depuis quelques mois déjà. On imaginait bien que les résultats de PISA n'allaient pas être au top. Ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une chute générale des différents pays. Il y a l'effet Covid. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit d'ailleurs qu'il n'y a pas, il y a pas une logique entre les établissements qui ont fermé, les pays qui ont fermé les écoles et ceux qui n'ont pas fermé. Alors, on a été beaucoup confrontés à cette logique à un moment donné avec Jean-Michel Blanquer où on nous disait qu'il ne fallait pas fermer les écoles. La Or, on voit bien continuité que pédagogique. il n'y a pas, ouais, alors c'est cette fameuse continuité pédagogique, mais on voit bien que là, tous les pays, en fait, chutent pour une partie de ces raisons-là, cette raison-là. Après, on voit bien que on reste quand même en France dans la moyenne hein, des pays de l'OCDE. On a d'autres pays d'ailleurs qui chutent aussi beaucoup. Donc, en tout cas, on n'arrive pas à résorber cette chute qu'on a en France systématiquement sur les évaluations PISA. Donc, il y a des fortes inquiétudes, ce qui est toujours très étonnant parce qu'on est notamment pour le premier degré, le pays de l'OCDE qui en tout cas, consacre le plus de temps dans la scolarité aux fondamentaux maths et français. Et on nous dit, moi, j'ai 25 ans de métier et j'ai toujours entendu et tous les ministres se succéder en disant on va remettre le focus sur les fondamentaux maths et français. Et on n'a pas d'effet sur les résultats PISA. Donc il faut se poser la question, c'est-à-dire que les fondamentaux, on en est tous conscients, il faut travailler en maths et en français, mais qu'est-ce qu'on y travaille dans les fondamentaux? Et c'est là où la politique éducative, elle est importante, elle est intéressante, c'est-à-dire que selon le focus de ce qu'on va mettre en place dans nos classes, va faire réussir ou non les élèves. Et par exemple, sur la question du français, et notamment de la lecture, parce que c'est d'abord par là que ça passe, et par la compréhension, si on focalise sur l'aspect technique de la lecture, c'est-à-dire pas la compréhension justement, mais le décodage de la lecture, on va avoir des élèves qui vont avoir le minimum de base, mais qui n'auront pas toute la compréhension fine et notamment tout ce qui est implicite dans la lecture et ce qui permet finalement de comprendre le monde et de comprendre les textes qu'on lit. Et notamment de comprendre un texte scientifique, un texte en mathématiques, et ensuite, on voit bien que dès que les élèves sont dans la compréhension, ils ont moins de difficultés. Et moi, j'ai été enseignante de CP pendant très longtemps. J'ai eu des élèves qui rapidement savaient décoder, savaient lire vite, hein, ce qu'on appelle l'affluence. Hein, c'est d'ailleurs ce qu'on nous demande de faire, de lire un certain nombre de mots à la minute. Des enfants qui étaient performants dans ce domaine-là, mais qui, lorsqu'on posait des questions sur le texte, étaient complètement à côté de la plaque et ne comprenaient pas. Donc voilà, nous ce qu'on pense, c'est que en lecture, par exemple, il faut axer sur la compréhension. Ça se travaille très, 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 très jeune, très, très tôt. Il faut avoir beaucoup de vocabulaire, travailler le langage, le vocabulaire, et puis axer sur, effectivement, la compréhension. Ce pas les axes qui sont donnés depuis quelques années déjà, et notamment au moment de Jean-Michel Blanquer, ce resserrement sur les fondamentaux et sur les pratiques enseignantes qui a fait qu'on a eu beaucoup d'injonctions dans certains domaines qui ne nous ont pas permis de travailler certains autres domaines en lecture notamment.
Alors, tu as parlé du français. Il y a aussi la chute brutale des résultats en maths qui Oui. est très mise en exergue dans ce rapport. L'OCDE juge la chute significative et la plus inédite que l'on a pu voir. C'est un changement puisque il y a maintenant un peu plus de 10 ans, on était plutôt dans le haut du classement en mathématiques et là, on se retrouve, on décroche totalement. Comment tu l'expliques, comment tu expliques ce décrochage en Bah, maths? là aussi, il y a la question, peut-être moins qu'en français, mais la question des pratiques, de ce qu'on va faire dans la classe, mais il y a aussi la question des moyens d'enseignement et des conditions dans lesquelles on enseigne. Ce qu'on ne dit pas enfin, à l'OCDE, ils le disent, et puis Eric Charbonnier le dit dans différents rapports, mais euh, il y a une question qui est essentielle, c'est les effectifs par classe. C'est-à-dire qu'on est un des pays de l'OCDE qui a des effectifs les plus chargés dans les classes. C'est-à-dire que travailler les mathématiques par la manipulation, qui est une technique qui permet de faire comprendre les élèves, eh bien, manipuler à 29-30 élèves, c'est pas comme de manipuler avec 20 élèves. Et souvent, on abandonne cette manipulation parce que forcément, on a trop d'élèves et qu'on n'arrive pas à mettre en place les choses. Et quand d'ailleurs Gabriel Attal annonce la méthode de Singapour et les méthodes de manipulation, telles que la méthode de Singapour, qui peut être intéressante, mais il faut des conditions de classe qui permettent ça. C'est-à-dire que si on n'a pas la possibilité d'avoir ces conditions-là, ben, on va être en difficulté à nouveau en mathématiques. Donc, ce qui est évident dans les questions des pratiques et de l'apprentissage, ça ne peut pas être décorrélé de la question des moyens. Et c'est bien toute la difficulté dans les annonces de Gabriel Attal. C'est qu'il parle de ce que doivent faire les enseignants, et il donne des injonctions aux enseignants, il responsabilise et même voire culpabilise les enseignants, mais en même temps, il ne nous donne pas les moyens de fonctionner. Alors, justement, ça, comme tu le dis, c'est aussi d'ailleurs mis en avant dans le rapport PISA hein, qui Oui. parle d'une dégradation des conditions d'enseignement. C'est 67% des élèves qui appartiennent à un établissement dans lequel le proviseur ou le principal déclare ne pas pouvoir faire tous les enseignements qu'il veut faute de professeurs absents et non remplacés. Alors justement, on va aller sur les annonces de Gabriel Attal. C'est à la suite donc, de la mission Exigence des savoirs qu'a rendu sa copie qu'il fait ses annonces. Comment son choc de savoir, est-ce que tu trouves que c'est, je sais pas, que c'est intéressant, et que ça peut aller vers quelque chose? Moi, pour tout te dire, j'ai lu je sais pas, les 40 pages en gros qui ont été communiquées et j'ai vraiment l'impression que genre c'est l'école des années 50, c'est-à-dire genre ça va être dur d'avoir le brevet, ça va être dur d'avoir le bac, va y avoir des redoublements à l'ancienne, va y plus, quand je dis que ça va être dur pour le bac, c'est parce qu'il va plus y avoir de correctifs, etc. Enfin, en gros, qu'est-ce qu'il propose à part retourner à l'école des années 50? Oui, bah, c'est exactement ça. Nous, on a titré Retour vers le futur, c'est-à-dire qu'on a une vision très passéiste de l'éducation. Alors, c'est quelque chose, d'ailleurs, toutes ces annonces, hein, si on regarde depuis sa prise de fonction, il avait plus ou moins annoncé ça. C'est-à-dire que nous aussi, on a complètement des doutes par rapport à la mission Exigence des savoirs, car on a rendu sa copie en 2 mois. On a été auditionné, hein, on a aucune des mesures qu'on a prônées, nous, dans notre audition, n'a été reprise dans les annonces de Gabriel Attal. Et la majorité des syndicats progressistes n'ont pas été entendus sur cette question-là. Et on a un retour effectivement, c'était mieux avant, voilà, on va remettre de la dictée, de la lecture, enfin, sur des méthodes très à l'ancienne, notamment sur les méthodes pédagogiques, mais aussi sur la question du redoublement. Tu as raison, c'est-à-dire que la question du redoublement, ça a pourtant été, d'ailleurs il le dit, hein, mais ça a été quand même étudié par la science, c'est-à-dire que les sciences de l'éducation ont étudié la question du redoublement, c'est quelque chose qui est très bien étayé, hein, contrairement à certains domaines en éducation, ça c'est très bien étayé, c'est-à-dire qu'on a un rapport du CNESCO de 2015 qui dit bien que le redoublement, à la fois c'est pas efficace pour l'élève, mais en plus
ça a des effets sur la scolarité future. Donc, les élèves ont 2 à 11 fois plus de risques d'échouer après avoir redoublé à l'école primaire. Donc, on sait que c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fait plus redoubler. Et d'ailleurs, c'est une des recommandations PISA. PISA demande de ne plus faire de redoublement. Donc, on voit bien que là, il y a quelque chose sur cette question-là. Mais pourtant, on revient à cette vision idyllique, fantasmée de l'école, sur ces croyances qu'on peut avoir de l'école. Moi, j'ai fait plusieurs plateaux mardi après les annonces, et je vois bien, j'étais systématiquement avec des hommes politiques de droite ou Renaissance, où on a une vision de l'école qui est très idyllique, comme ils l'ont vécu eux. Et on voit bien aussi sur les plateaux télé, mais même quand on discute avec les gens, c'est que on a parfois des discussions de comptoir, mais on ne nous fait pas confiance, nous, en tant qu'experts de l'éducation. Et chacun a sa vision de l'éducation. Donc, on parle d'éducation comme on l'a vécu quand on était élève, en fait. Et donc, il y a cette vision qui est très présente. Et pour nous, effectivement, alors pour nous, c'est carrément l'école du tri social, hein. Les groupes de niveau au Alors voilà, collège, voilà. ça pour le coup je vais te laisser en parler, mais ça pour le coup, c'est une nouveauté. Ça n'existait pas dans les années 50, les Ouais. groupes de niveau nul, moyen, bon, quoi. Non, ça n'existait pas, mais on n'avait pas autant d'élèves à arriver au collège et au lycée. La mise en cause du collège unique, notamment, enfin, il y a une remise en cause qui est essentielle. Quand il écrit aux enseignants et qu'il parle des bons élèves qui vont, je ne sais plus comment il l'écrit, mais c'est un terme qui m'a choqué. Il l'a redit dans une interview, que les bons vont pouvoir s'envoler. Hmm. C'est-à-dire que on va permettre aux bons élèves d'être entre eux, de pouvoir se stimuler entre eux. Or, d'ailleurs, la recherche en éducation dit que c'est pas bon non plus pour les bons élèves d'être qu'entre bons élèves. Donc, il vaut mieux être aussi dans un collectif, en coopération avec les autres. C'est beaucoup plus intéressant et ils seront plus performants, ces élèves-là. Mais on voit bien que, enfin, il y a quelque chose qui va. Pourquoi est-ce que tu lis, enfin, je suis d'accord avec toi, hein, mais pourquoi est-ce que tu lis faire des groupes de niveau et le tri social? Pourquoi ce serait forcément les plus nuls qui seraient les moins bons et les meilleurs qui seraient les plus aisés, les familles les plus Alors, aisées? parce que ça, c'est la recherche qui le dit. D'ailleurs, PISA le dit. La France, dans PISA, c'est aussi ce que pointe PISA, c'est que la France est le pays d'Europe qui a les résultats qui sont corrélés à la situation socio-économique de l'élève. C'est-à-dire que quand on est issu d'un milieu favorisé, on a plus de chances de réussir dans l'école française que quand on est issu d'un milieu défavorisé. Donc là aussi, il y a une corrélation entre les inégalités sociales et les inégalités scolaires. Et c'est l'école aussi qui renforce ça. Et donc, c'est de notre responsabilité aussi, parce que dans d'autres pays, notamment des pays du nord de l'Europe, à niveau scolaire identique, on a les élèves des milieux défavorisés qui réussissent de la même façon que les milieux favorisés. Mais en France, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est très corrélé et donc forcément, on sait que les élèves qui vont être dans les groupes, d'ailleurs, plus faibles, vont être des enfants qui sont de milieux défavorisés. Et ça se voit notamment dans les quartiers populaires où il n'y a pas de mixité. Et on sait que la mixité peut favoriser cet effet de progression des élèves les moins favorisés. Et c'est aussi cet état d'esprit de dire, en fait, l'école est là pour donner le minimum aux élèves. Si on est recentré sur les fondamentaux et qu'on donne le minimum aux élèves, ben, ces élèves qui sont de milieux défavorisés ne pourront pas, chez eux, avoir le reste. Or, les milieux favorisés, ils vont avoir chez eux la culture, les cours de musique, les cours de poney, de partir en vacances, toute cette culture que les autres n'auront pas. Et c'est aussi là que ça se creuse. Et ça, c'est vraiment une spécificité française. Il faut en sortir. Vaincre les inégalités scolaires, c'est réussir la démocratisation du système. Et pour ça, il faut vraiment qu'on s'y attelle. Ça veut dire qu'il faut que l'école puisse faire acquérir à ses élèves les outils pour comprendre le monde et pour pouvoir vivre dans le monde dans lequel on vit, monde qui est très complexe et qui est de plus en plus complexe et de plus en plus difficile à comprendre. J'ai une dernière question, Guylaine. C'est une autre proposition d'innovation dans le plan de Gabriel Attal. C'est
je cite le rapport qu'il a remis là, son plan, tous les élèves entrant au lycée seront désormais accompagnés à la maison d'un outil d'intelligence artificielle, de remédiation ou d'approfondissement en français et en mathématiques. Ah, Comment est-ce que tu ouais. comprends cette phrase? Ben, on a eu du mal à la comprendre et on est resté scotché par rapport à ça. Quand on pense à toute la période de Covid qu'on a vécue avec ce fossé sur la continuité pédagogique, avec les élèves qui disposaient d'un outil à la maison qui leur permettait d'avoir cette continuité pédagogique, et puis les élèves qui n'avaient rien, ou les familles qui avaient un ordinateur pour 3-4 enfants et qui n'arrivaient pas à partager les choses. On imagine bien là que c'est complètement ahurissant. Enfin, en tout cas, cette mesure ne nous a pas été expliquée, mais en tout cas, là aussi, c'est facteur d'inégalité. C'est-à-dire qu'on va creuser. À partir du moment, de toute façon, où on renvoie du travail à la maison, on creuse les inégalités. C'est-à-dire que c'est évident. C'est-à-dire qu'on l'a vu, hein, donner des devoirs à la maison, ça creuse les inégalités. Les élèves qui vont avoir la possibilité d'avoir les parents qui ont les codes de l'école, qui ont la possibilité de donner à leurs enfants, vont avoir plus de chances de réussir leurs devoirs que les enfants qui n'ont pas cette possibilité à la maison. Donc là aussi, ça va être le moyen de creuser les inégalités. J'ai une toute dernière question, Guylaine. Quelles sont vos marges de manœuvre, à la fois en tant que professeur et en tant que syndicat, pour vous opposer au plan de Gabriel Attal? Est-ce que tu penses qu'à l'intérieur de ce qu'il propose, bah, vous allez toujours réussir à trouver les voies et moyens pour faire le travail d'enseignant et d'enseignante tel que vous entendez le faire? Bah, ce qu'il faut dire quand même, c'est que ces annonces, elles ont été quand même, enfin, ça a été quand même un choc, hein, il veut le savoir, mais pour les enseignants, ça a quand même été un choc. C'est-à-dire que tout le monde a été un peu abasourdi par ces annonces, parce que il y a les annonces sur les groupes de niveau, le brevet, la fin du collège unique, enfin, un certain nombre de choses, le redoublement, mais il y a aussi des annonces sur des manuels imposés dans les classes. Des méthodes et des pratiques imposées, c'est-à-dire que la méthode de Singapour imposée, des manuels et de lecture imposés en CP-CE1. On l'a connu avec Jean-Michel Blanquer, mais de plus en plus vers une caporalisation des enseignants, c'est-à-dire que les enseignants doivent obéir aux injonctions d'un ministre qui est complètement déconnecté de la réalité. C'est-à-dire qu'on est les experts sur le terrain, on est des professionnels de l'éducation, c'est nous qui sommes en phase avec nos élèves et c'est pas le ministre. Et on reçoit des ordres comme ça. Donc ça devient de plus en plus pénible pour les collègues et il y a une véritable perte de sens du métier. Les collègues le disent. D'ailleurs, certains quittent le métier pour ça. Et puis, c'est pas du tout en phase avec ce qu'on vit dans nos classes. C'est-à-dire qu'actuellement, nous, la semaine dernière, on a déposé 102 alertes sociales dans 102 départements. Une alerte sociale, c'est on alerte que ça ne va pas. C'est-à-dire les conditions de travail ne vont pas et c'est préalable à un préavis de dépôt de grève. Donc on est dans une phase où on alerte la hiérarchie en disant là, c'est plus possible. On a des collègues qui n'arrivent plus à gérer leur classe parce qu'on a à la fois on a des conditions d'effectifs par classe qui sont chargées, mais on a aussi une difficulté à gérer l'inclusion dans nos classes. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont inclus dans nos classes et on est favorable à l'inclusion, c'est ce qu'il y a de normal, mais ça ne s'est pas accompagné de moyens pour l'école. Donc les collègues sont seuls face à ces difficultés d'enfants qui parfois explosent parce qu'ils ne sont pas bien dans la classe, ils ne sont pas accompagnés. Et donc, on a des conditions de travail qui sont dégradées. On parlait du remplacement tout à l'heure. Quand on est enseignant et qu'on est malade, qu'on n'est pas remplacé. Et donc, ça veut dire que nous, dans nos classes d'élémentaire, les élèves, ils sont répartis dans les autres classes. On a plus d'élèves par classe et puis on ne peut pas faire de l'enseignement de façon correcte. Donc, nos conditions de travail telles qu'elles sont actuellement, elles sont dégradées et ça dégrade les conditions d'enseignement pour les élèves. Et là, on nous dit, ouais, mais vous allez faire ça, ça, ça et ça. Et ça, c'est plus supportable pour les collègues. Donc, il y a vraiment un fossé énorme qui se creuse. Les collègues sont abasourdis, mais mais pas KO. Donc, il y a aussi des moyens de réagir. Et j'espère que dans les semaines à venir, les collègues vont relever la tête en disant stop, quoi. On n'en peut plus. Il faut nous aider, il faut des moyens. L'année prochaine, c'est 1700 postes qui sont supprimés dans le premier degré à la rentrée. Hein, ça veut dire des fermetures de classe. C'est plus possible. On peut plus accepter ça. Merci beaucoup, Guylaine. Merci.